Bien. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver nombreux pour ce nouveau cours semestriel du programme À ciel ouvert, Sciences et Spiritualité, qui commence ce lundi et qui continuera jusqu'à Noël. Et nous allons cette année étudier le thème que vous voyez indiqué sur le PowerPoint, expérience et vérité. Nous allons étudier ce thème au croisement de la théologie, la philosophie et les sciences dites dures. Alors, je rappelle le principe, le programme de l'année dernière était Cosmologie à ciel ouvert. Cette année, Expérience et vérité. Le cours est libre, offert à toutes et tous et à tous les étudiants et étudiantes de toutes les facultés qui peuvent le valider en bachelor, deuxième, troisième année ou en master. Pour la validation, pour les étudiantes et étudiants qui sont ici, concernant la validation, je vous propose de prendre quelques minutes au moment de la pause, de venir vous signaler, et puis je vous parlerai alors des principes de ce cours et de la forme de validation que nous avions adoptée l'année dernière et que nous rééditons cette année. Elle avait été tout à fait satisfaisante aux yeux des étudiantes et étudiants l'année dernière. Donc nous recommençons, nous rééditons cela. Alors maintenant, le cours de cette année, c'est expérience et vérité. Et si vous jetez un œil sur le programme que je vous ai projeté là, vous voyez que nous allons faire varier la thématique avec différentes disciplines scientifiques. À chaque fois, elles seront, il y aura par exemple l'histoire, il y aura le droit, il y aura les sciences dites dures, il y aura l'esthétique. Et vous constatez que, ainsi, la notion de vérité, la vérité, sera interrogée sous des horizons multiples. Vous remarquerez peut-être aussi que quand on regarde le programme du cours, on s'aperçoit que le mot vérité est cité 9 fois. Et que le mot expérience, lui, n'est cité que 4 fois. Or, cela indique quelque chose. Cela indique que les expériences, elles sont toujours situées. L'expérience relève des divers secteurs de l'activité humaine qui sont sollicités par le cours. Vous voyez, tout à l'heure, je citais esthétique, il y a aussi neurosciences. Et c'est dans ces différents domaines que se passent et se font les expériences. En revanche, la vérité n'a pas de domaine précis. Elle n'a pas de domaine précis et, en outre, vous constaterez que la notion de vérité semble être quelque chose d'univoque. La vérité. Alors que l'on dit, on souligne, les expériences. Comme si, tout se passe comme si, il y avait la vérité, un point c'est tout, et puis les champs d'expérience où il faut la chercher, où il faut la spécifier. Mais tout de même, on est amené à se demander, surtout à notre époque, quand on lit le terme « la vérité », il y a quelque chose qui est presque de l'ordre d'un petit soupçon qui se lève. Et on se dit, comment on dit comme ça la vérité, comme si c'était une évidence, mais bon sang, qu'est-ce que la vérité dont on parle?
Et vous vous rappelez que c'était la question posée par Ponce Pilate à Jésus lors de son interrogatoire. C'est l'Évangile selon Jean qui le rappelle. Jésus lui dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie ». C'est suivant que... Et puis lui répond « Qu'est-ce que la vérité ?» On est d'autant plus étonnés, nous, cette question, nous pouvons la recevoir aussi avec étonnement, on est d'autant plus étonnés que nous sommes habitués dans nos pays à dire quelque chose, une expression du genre « à chacun sa vérité ». Et vous vous rappelez d'ailleurs, Pirandello, c'est le titre d'une pièce de théâtre de Pirandello au début du siècle dernier, à chacun sa vérité, c'est plutôt ça qui est devenu pour nous une évidence. Il y a autant de vérités qu'il y a de consciences qui sont en prise avec la vérité. Alors maintenant, devant cette perplexité, si nous nous posons, si nous partons, si nous nous appuyons sur une définition de base pour essayer d'avancer un peu, eh bien, on pourra partir de cette définition élémentaire, standard, suivante. La vérité, c'est la connaissance du réel, une expression du réel dans l'esprit qui est conforme ou en parfaite adéquation avec la réalité. Et ça, c'est une sorte de définition classique et canonique. Je sais ce qu'est une chose, je connais sa nature, je sais comment elle est, ce qu'elle est, pourquoi elle est. J'ai fait le tour, je la saisis, je la connais, j'ai sa vérité, ce qu'elle est. D'ailleurs, en disant cela, nous sommes assez proches de l'étymologie. Le latin veritas veut dire vrai et vérité, bien sûr, mais aussi il renvoie à la notion de réalité. Veritas, dans veritas, il y a la consonance de réalité. Donc la saisie de ce qui est comme il est serait la vérité. Alors, comme la vérité, je le disais il y a un instant, est utilisée dans tous les domaines, dans la vie quotidienne, le sens le plus fréquent du mot vérité, dans notre vie quotidienne, il renvoie aux personnes ou aux situations. Je vais te dire ce qu'il a fait. La vérité, c'est pas ça qu'il dit, mais ce qu'il a fait, c'est plutôt ça, ça et ça. Et d'ailleurs, quelqu'un d'autre l'a constaté. Et ça, c'est la vérité, et pas ce qu'il énonce. Donc, en général, nous sommes en prise avec la vérité dans les situations de la vie quotidienne, et spécialement dans les situations interhumaines. Nous sommes rarement, le matin, en nous réveillant, préoccupés de savoir ce qu'est l'essence du réel, la nature des choses. En revanche, nous sommes préoccupés de savoir la vérité sur ce que telle personne m'a fait ou sur ce que je vais faire quand je me pose éventuellement des questions en me disant « oui, c'est ça que je veux, je suis sincère avec moi-même. » là. Ça, on est familier de ça, c'est coutumier. Et en fait, dans cette familiarité, depuis très longtemps, depuis toujours déjà, nous nous sommes aperçus que c'est d'abord l'incertitude qui plane sur la vérité. Car les idées que nous avons des personnes que nous connaissons parlent davantage de nous que d'elles. Et quand ce n'est pas étonnant, parce que chacun d'entre nous, comme le disait le philosophe Arthur Schopenhauer, chacun d'entre nous est comme dans la situation de l'œil. Et la nature de l'œil ne lui permet de regarder qu'au dehors, il ne peut pas se voir lui-même. L'œil ne peut pas se voir lui-même. Il regarde au dehors. Et on pourrait encore ajouter qu'il regarde, vous savez, si j'ai la jaunisse, si mon œil est affecté par quelque chose, je vois les choses autrement. Et on pourrait dire qu'en fait, quand nous regardons les autres, la plupart du temps, c'est au prisme de nos passions, de nos désirs, de nos intérêts, et donc en réalité, la perception que nous avons d'autrui, comme je le disais,
elle parle autant de nous que d'autrui. Elle est quelque chose de très confus qui rend la connaissance de ce qu'est vraiment une personne bien difficile. Sans compter que savoir ce qu'est une personne, et la difficulté est encore redoublée, qu'une personne est toujours en devenir. Ce qu'elle était hier, l'est-elle encore aujourd'hui, et le sera-t-elle demain? C'est pourquoi cette grande difficulté, au fond, ne peut être sans doute bien résolue que par la littérature. C'est sans doute la littérature qui peut nous faire le mieux approcher, qui peut nous faire davantage approcher de la vérité dans le domaine des relations interpersonnelles et dans le domaine de qu'est-ce que c'est, que sont-ils en vérité les êtres humains d'une société et d'un moment donné. Donc peut-être est-ce une des vocations les plus profondes de la littérature d'approcher de la vérité à propos de ce que sont les êtres humains à une époque et dans un monde donné. Et évidemment, il y a des variations. Mais nous n'allons pas rester sur ce terrain. Je l'ai seulement effleuré en passant pour signaler que la difficulté se présente évidemment parce que quand on parle de vérité, on parle la plupart du temps, et d'abord et avant tout, de nos relations avec l'univers social et autrui, les autres. Et parfois, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres, d'autres fois c'est merveilleux les autres, que ferions-nous sans les autres? Nous dépéririons. On l'a un peu vu dans les confinements du Covid. Donc voilà, on est pris dans cette tension. Mais ce n'est pas de cela, ce n'est pas sur ce terrain que nous allons demeurer. Nous allons plutôt nous tourner vers, et ainsi que tous les collègues que nous allons entendre durant ce semestre, nous allons plutôt nous tourner du côté de l'objectivité, c'est-à-dire de la recherche de la vérité d'une chose, sa nature, son essence, d'une réalité extérieure à nous qui n'est pas définie comme une autre subjectivité, donc qui n'est pas un être humain. Et donc la question sera de savoir si, sur le plan de l'objectivité, il y a une chance d'approcher la vérité. Et pour la définir, on peut en appeler à... Vous voyez, je vous ai dit qu'on allait quitter la littérature. Et qui est-ce que je convoque? Marcel Proust. Dans Jean Santeuil, on peut lire « On sent que la vérité est quelque chose qui existe réellement en soi, en dehors de toute opinion. Que la vérité à laquelle le savant s'attache est déterminée par une série de conditions qui ne se trouvent nullement dans les convenances humaines, même les plus hautes, mais dans la nature des choses. La vérité serait déterminée par une série de conditions qui se trouvent dans la nature des choses. Il faudrait aller à la recherche des conditions qui font que telle chose est ce qu'elle est. Par exemple, un atome, par exemple, une galaxie, par exemple, une particule, par exemple, un amas de galaxies, etc. Mais nos difficultés préalables ne sont pas encore finies, car une telle définition de la vérité, celle que nous venons de donner à l'instant, se heurte aujourd'hui à un obstacle épistémologique considérable. De quoi voulons-nous parler? Eh bien, je dirais qu'il y a une question plus radicale qui se pose à nous quand on évoque la recherche de la vérité. Et cette question plus radicale est la suivante. Peut-on seulement encore parler de vérité aujourd'hui dans nos sociétés?
Ce n'est pas évident, en effet. Tout à l'heure, je vous ai dit que la première difficulté est, quand on parle de vérité, on parle de ma vérité, ta vérité, la vérité de cette situation, puis les regards divergent, chacun sa vérité. Là, maintenant, je vais plus profondément. Je dis, mais au fond, est-ce qu'à notre époque, on peut même encore parler de vérité? Dans notre époque, c'est-à-dire là où nous vivons dans nos sociétés aujourd'hui. N'avez-vous pas déjà entendu dire que nous serions sortis de l'ère de la vérité? En 2016, le Oxford Dictionary avait déclaré que le mot post-vérité, post-truth, était le mot de l'année. Et auparavant, Ralph Case avait écrit et publié en 2004 Post-Truth Era. Mais que signifie le post-truth? L'ère de la post-vérité survient quand se multiplient les circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que ceux qui font appel à l'émotion ou aux croyances personnelles. Et effectivement, si le critère du jugement sur quelque chose que vous présentez ne doit pas être dans l'analyse des faits, mais dans le positionnement individuel et émotionnel, ainsi que dans les croyances que j'ai à l'égard de ces faits, alors évidemment, la vérité en prend un sacré coup. C'est-à-dire que la question n'est plus de savoir, par exemple, s'il pleut, aller constater, par exemple on dit « il pleut ». Alors, je vais aller constater dehors, le meilleur moyen, au fond, c'est d'aller voir. Et si je ne suis pas très sûr de ma vue, c'est de sortir et de sentir l'eau. Et puis, pour être tout à fait sûr, il y aura encore quelqu'un que je ferai venir et je dirai « il pleut ». Il le constatera avec moi et nous l'aurons constaté par nos sens. Constatation objective par les sens. On peut aussi faire une constatation objective, déterminante, par un raisonnement. Par exemple, tous les hommes sont mortels. Et si on se met d'accord sur la vérité de cette proposition, tous les êtres humains sont mortels, alors on peut dire Socrate est un homme. Or, Socrate est un homme. Donc je l'inscris dans l'ensemble, dans la vérité confirmée, ici par une évidence qui n'a jamais été contrariée, sauf dans des cas très précis. Mais même Jésus-Christ était mortel, il est mort. Il est passé par la mort. Tous les êtres humains passent par la mort. On inscrit Socrate parmi les êtres humains, ce n'est pas un dieu, ni un chien, qui d'ailleurs serait mort aussi. Mais le dieu peut-être pas. Et puis on dit, bah, comme Socrate est un homme, par conséquent, on démontre logiquement que Socrate est mortel, on peut conclure. Bon, là, on est dans un raisonnement, syllogistique classique de base, le base de la base, hein, mais tout simplement pour indiquer que l'on peut vérifier quelque chose soit par un raisonnement, soit par nos sens, et l'observation qu'il nous amène à faire. Et là, on est dans une forme d'objectivité, mais cette objectivité, elle disparaît lorsque on entre dans l'ère de la post-vérité. Qui correspond à la chose suivante, ne plus se fier à l'observation et au raisonnement, mais tout déterminer par le désir subjectif. Et je prendrai à ce sujet deux exemples. Le premier, la cérémonie d'investiture de Donald Trump, le 20 janvier 2017, et la fameuse question des faits alternatifs. C'était génial, cette invention. Très parlante, très expressive. La fameuse expression des les faits alternatifs que la conseillère à la Maison-Blanche, Kellyanne Conway, avait introduit dans le débat. Alors,
Vous vous rappelez, à la cérémonie d'investiture, il y avait moins de monde que dans les cérémonies d'investiture précédentes. Et il a plu. Or, qu'annoncent les porte-paroles du gouvernement? Que jamais on n'a vu autant de monde à une cérémonie d'investiture, et Donald Trump, quant à lui, déclare dans un tweet qu'au moment où il s'est mis à parler, le soleil est apparu. Alors, les faits démentent ces affirmations. Cependant, la saisie et l'analyse des faits ne peut être valide que si vous prenez comme critère l'objectivité constatable. Et aujourd'hui, on n'y est plus tenu. Si vous prenez comme premier critère le sentiment que vous avez sur une situation donnée, quelle qu'elle soit, si votre critère est le sentiment que vous avez à l'égard de cette situation, eh bien, vous serez amené tout à fait logiquement à penser qu'une cérémonie d'investiture comme celle de Trump ne peut être suivie que par une quantité phénoménale de personnes, et il suffit alors, le petit coup de pouce supplémentaire, si vous voulez, sera de vous offrir un angle de perception de la scène par la caméra qui sera biaisé, avec une caméra qui s'arrête sur une partie remplie de l'espace où on attendait le public, en ne s'orientant pas sur les parties qui demeurent vides, et ainsi, consolidation du sentiment, la vérité est vérifiée. Une personne persuadée que Donald Trump ne peut qu'attirer des foules innombrables s'appuiera sur sa croyance et ne cherchera pas à la vérifier par une analyse critique. La lecture des faits sera ainsi biaisée et elle sera avalée sans la moindre réticence ou réserve. Dans ces situations, la vérité n'est rien d'autre que ce que vous désirez. D'où la notion extraordinaire que j'évoquais tout à l'heure de fait alternatif. L'expression semble absurde, mais en fait elle ne l'est pas du tout. Elle entérine simplement l'idée que la vérité dépend de votre regard et de votre désir, de vos émotions. Ainsi, si vous aimez Trump, vous savez, sans qu'il y ait besoin d'examen et de confirmation, qu'une foule innombrable et admirative sera nécessairement partout où il se présentera. Et la porte ouverte par cette notion de faits alternatifs, eh bien la porte ouverte, c'est qu'il y aura autant de faits pour une seule et même chose que de positionnements subjectifs. Tout dépendra du regard. Vous avez donc compris que ce que nous avons chassé par la porte, c'est-à-dire tout à l'heure, on a dit, on va écarter la vérité en tant qu'elle est l'expression de la subjectivité. Chacune de nos subjectivités en débat avec elle-même et avec les autres, on l'écarte pour aller vers l'objectivité. Il y a une caractéristique singulière de notre temps, c'est que cette subjectivité avec laquelle on aborde la vérité a contaminé le champ de l'objectivité. Donc ce qu'on a chassé par la porte rentre par la fenêtre. On a fait entrer dans nos sociétés l'idée que la vérité se détermine non sur une vérité objective visée de ce qui est là, devant vous, mais en fait, bien plutôt, sur le nombre d'opinions à propos de ce qui est là, devant vous. Finalement, la vérité, ce sera le fait alternatif dominant. Si une majorité pense qu'il y a eu une foule phénoménale le jour de l'intronisation de Trump, alors c'est vrai. La croyance devient décisive, et non plus le savoir. Autre exemple, très fort, à mes yeux, c'est celui du journal télévisé de la chaîne GBN en Grande-Bretagne l'année dernière. Alors, je vous propose de regarder ensemble un extrait de 3 minutes qui a été repris par le Huffington Post et qui a mis en parallèle ce qui s'est passé à la radio britannique, à la télévision britannique, dans cette chaîne qui passe genre BFM TV, quoi.
ce qui s'est passé là a été mis en relation avec un film que peut-être beaucoup d'entre vous ont vu, qui a fait beaucoup parler de lui au début de cette année, Don't Look Up. Beaucoup l'ont vu, ceux qui l'ont vu, que j'ai à peu près une idée. Ah, pas tant que ça. Bon, alors je dis, oui, il n'y en a pas beaucoup en fait en réalité. Excellent film. Et pas simplement parce que, je veux dire, c'est pas ce qui m'intéressait là-dedans, c'était pas parce que la thématique, elle est simple, hein, c'est la Terre va être détruite bientôt par une météorite qui vient. Des savants s'aperçoivent en travaillant tout simplement, hein, des astrophysiciens, et puis à un moment donné, il y a une doctorante qui trouve une météorite qui arrive, hein, et puis, mais dont elle pense qu'évidemment elle va passer très loin, elle est très fière, très contente, parce qu'elle l'a découverte, elle l'a calculée, génial. Et puis on précise les calculs avec son prof, son directeur de thèse, il précise les calculs, et puis et puis soudain, ils se mettent à blêmir, parce qu'ils s'aperçoivent que cette météorite, elle est énorme, et qu'elle va droit sur la Terre. Et l'intérêt du film, et dans ce qui se passe après. Il reste 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? Comment nos sociétés réagissent? Eh bien, il y a eu un rapport entre ce qui s'est passé à la télé très réelle, qui n'est pas une fiction, GBN, et le film Don't Look Up. Alors, vous allez voir se télescoper des extraits, enfin, la réalité et des extraits du film. Je vous le passe là, maintenant. Ah, il n'y a pas de son. Ça va pas, il me faut du son. Alors, s'il n'y a pas de son, je vais aller le chercher. Ouais, mais j'aurais voulu le son. Alors. Là, il est on. Ouais, on va recommencer. Il est barré? Ah! Est-ce qu'il est ouvert là? On va voir si ça marche. Ça marche pas mieux. Ah, Alors, je vais arrêter le diaporama. On va voir si ça marche mieux. Si moi je l'ai sur mon... Rien de ce côté, donc on n'a pas de son. Pour monter le son, il faut tensionner la barre du son. La barre de son. Est-ce que la barre de son... La barre de son, ouais, elle est toute bonne. Ah, elle est peut-être pas bonne là? Ah oui. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors attendez. Alors on arrête, on revient sur le... Merci, je ne sais pas qui a inspiré cette... Le son sort de... On y va. Le son sort de l'ordinateur, pas du... Oui. Là, ouais. Alors j'ai mis à fond le son de mon ordi. On va voir si c'est suffisant. So we all like nice weather, but this will not be nice weather. This will be potentially lethal weather for a couple of days. John, I want us to be happy about the weather, and every single... I don't know whether something's happened to meteorologists to make you all a little bit fatalistic and harbingers of doom. Excusez-moi, vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair? On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite. D'accord. Eh bien, en fait, c'est notre manière de faire ici. Vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles. C'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve. Oh, you see, John, you're outside enjoying the sunshine. It's not too hot, is it? No, it's absolutely lovely. It's what, 20 degrees out here. It's perfect. But on a serious note, folks, by early next week, you can scrap 20 degrees. It could well be 40 degrees. I think there will be hundreds, if not thousands, of excess deaths early
charts that I can see in front of me are frightening. So we all like nice weather, but this will not be nice weather. This will be potentially lethal weather for a couple of days. It'll be brief, but it'll be brutal. Oh, So, John, you know, but- we can... So, John, I want us to be happy about the weather and every single... I don't know whether something's happened to meteorologists to make you all a little bit fatalistic and harbingers of doom. Because all of the broadcasts, particularly on the BBC, every time I've turned on anyone's talking about the weather, they're saying that there's going to be tons of fatalities. But haven't we always had hot weather, John? I mean, wasn't the 76, the summer of 76, that was as hot as this, wasn't it? No, and you know, we are seeing more and more records, more and more frequently and more severely. So yeah, some people always hark back to the summer of 76, which was a freak event 40 odd years ago, over 40 years ago. But heat waves are becoming more extreme. This is yet another one which is coming down the tracks towards us. Peut-être que la destruction de l'intégralité de notre planète, c'est pas censé être fun. Peut-être même que c'est une information plutôt terrifiante. And you know, I don't think we should be too light-hearted about the fact that many are going to die early next week because of the heat. 40 degrees, the sort of temperature that this country, I'm afraid, is just not geared up to cope with. And I wouldn't be at all surprised if somebody hits 40, and if we hit 40, that will be unprecedented. The highest temperature we've ever reached or ever recorded in this country is 38.7. There's a good chance we're going to smash that. Voilà. Alors, assez instructif, je trouve que c'est très intéressant de voir la façon dont la présentatrice réagit. Vous avez remarqué qu'elle a dit « John, je veux que nous soyons heureux de cette météo ». Vous voyez, mettez-le en rapport avec tout ce qu'on a dit les 15 dernières minutes. Je veux que nous soyons heureux de cette météo. Et si on est plusieurs à le vouloir, ce sera vrai. Or, la météo, comme nous le savons tous, elle est faite pour dire le temps qu'il fera et les conséquences à en tirer. Par exemple, si elle m'annonce des températures fraîches pour demain, je sais qu'il vaut mieux mettre un pullover, ce sera bon pour moi en quittant mon domicile, pour éviter de prendre froid et d'être malade. Mais dire, voyez-vous, que le temps est très anormalement chaud, et ajouter que cette anomalie est liée à un changement systémique que l'on a maintenant pu prouver après des décennies de mesures, de comparaisons, d'expériences. Évidemment, c'est embêtant. C'est une vérité gênante, car elle nous dit, au fond, deux choses. Elle nous dit d'abord que le climat peut devenir une épreuve terrible pour des populations entières et une réalité tout simplement mortelle pour les plus fragiles, voire, à terme, pour tout le monde. Mais en attendant, pour les plus fragiles. Par exemple, au Pakistan, en Inde, en Irak, où les températures de 50 degrés sont chaque année dépassées en l'un ou l'autre lieu. Alors 50 degrés, ils ont beaucoup craint par exemple au Pakistan que ce soit concordant, heureusement, c'était décalé par rapport à la période de mousson. Parce que quand vous êtes sur une température de 50 degrés et que vous ne pouvez pas vous abriter, en période humide, fortement humide, vous ne pouvez plus transpirer, votre corps, la chaleur interne de votre corps monte sans qu'elle puisse refroidir, et que votre corps puisse refroidir sans qu'on puisse, par la sudation, régler ce dérèglement. Et en quelques heures, 4 à 6 heures, vous mourrez. Donc ce sont des choses très sérieuses, et qui nous disent qu'en fait, il faut assez radicalement changer notre manière d'être au monde
si nous ne voulons pas compromettre réellement la possibilité de continuer à vivre collectivement sur la Terre, sur notre vaisseau. Et nous pouvons ne pas avoir envie de considérer de telles perspectives. Nous pouvons aussi avoir peur de ce que cela implique, peur de l'inconnu inhérent à tout ce dont on n'a pas fait l'expérience, si on parle de changer de manière d'habiter la Terre. Peur aussi pour nos propres intérêts. Bref, nous pouvons avoir plein de raisons de refuser la vérité. Mais comme précisément nous savons que le refus explicite de la vérité nous disqualifierait, même à nos propres yeux, alors il faut changer le critère de la vérité. Et le critère de la vérité sera mon impression et mon appréciation personnelle, mon sentiment ou ma croyance. Sur cette base, la vérité devient autre chose que ce qu'elle est telle que nous l'avons définie tout à l'heure avec Marcel Proust et Jean Santeuil. Il faut non pas connaître et savoir en neutralisant les erreurs par des protocoles d'expérience sophistiqués, non. Il faut plutôt croire et faire croire en une version de la vérité qui nous convient, que nous désirons, mais sans nous le dire explicitement, plutôt en nous persuadant nous-mêmes et le plus grand nombre d'autres avec nous. Soit dit en passant. Nous évoquions tout à l'heure Donald Trump. On peut former l'hypothèse, en tout cas moi c'est l'hypothèse que je forme volontiers, que Donald Trump croit réellement que l'élection lui a été volée. Parce qu'il ne peut pas supporter, il ne pouvait pas supporter l'idée que le peuple américain ait pu majoritairement ne pas vouloir de lui. C'est tout simplement pour lui inconcevable. Il se persuade donc qu'il y a eu des malversations. Et pour ceux qui ont regardé les choses d'un peu près, c'est très intéressant de voir comment il a vécu la soirée électorale. Parce que les tout premiers dépouillements étaient en sa faveur, et il s'est appuyé là-dessus comme sur une bouée de sauvetage pour dire, vous voyez, ça penche pour moi, il le voit, il trafique l'élection. Il est donc persuadé qu'il y a eu des malversations, et ensuite, en convainquant d'autres, il se confirme lui-même dans sa croyance. La vérité n'est plus l'objet d'une connaissance attestée par des faits constatables, elle est l'objet d'un acte de foi fondé sur le partage d'une même conviction. Ce sont, tout simplement énoncés, les principes de la superstition. Oh. Voilà. Bergson, que vous voyez là, quand il était jeune, le rappelait dans Les deux sources de la morale et de la religion, son dernier ouvrage, là où l'on ne place pas sa confiance dans l'observation, l'analyse et la vérification expérimentale, il n'y aura pas d'autre garant de la vérité que le consentement universel. La vérité sera le plus souvent ce consentement même. Soit dit en passant, c'est là une des raisons d'être de l'intolérance. Celui qui n'accepte pas la croyance partagée par la plus grande partie du groupe, l'empêche, pendant qu'il nie, d'être totalement vraie, cette croyance. La vérité ne recouvrera son intégrité que s'il se rétracte ou s'il disparaît. D'où les pressions que l'on exerce sur les météorologues, parce qu'on veut se persuader que la vérité, c'est qu'il n'y a tout simplement pas du tout de changement radical dans le climat, mais que ce sont ce que faisait cette présentatrice, des transformations, des modifications accidentelles et temporaires, et qu'elles sont donc, à ce titre, tout à fait normales. C'était bien ce qu'elle a dit aux météorologues. Mais enfin, en 1976, il y avait déjà eu ça revient comme ça de temps en temps, etc. Et le météorologue répond, ce qui me frustre, c'est pas le même. Ce qui me frustre le plus, c'est quand on m'accuse de déformer la vérité. En tant que météorologue, nous rapportons des faits, il n'y a pas de complot. Le critère de la vérité ne devient donc plus les faits, mais le nombre de personnes qui se rallient
à une croyance donnée. On voit que le critère de la vérité devient le poids d'une opinion, d'une conviction, d'un sentiment, d'une croyance. Un peu comme si aussi, voyez-vous, il fallait nous protéger comme on protège des enfants. Ça peut aussi entrer là-dedans. On entend dire parfois chez les lobbyistes inutile de révéler trop de vérité au public, il faut laisser les spécialistes. Le public ne sait plus à quoi se vouer, se fier, il faut plutôt le rassurer. Bref, nous comprenons déjà que la question de la vérité est problématique pour nous aujourd'hui pour deux raisons, qu'on va récapituler maintenant avant d'aller gentiment vers la pause qui constituera la césure aujourd'hui. Le dialogue sera un peu plus long, le cours sera un peu plus long que les autres fois. Les autres fois, ce sera plutôt 3/4 d'heure, 1 heure, puis des questions. Là, la présentation va s'étaler sur les 3/4 au moins de la séance. Nous pouvons très bien ne pas vouloir, première raison, nous pouvons très bien ne pas vouloir de la vérité des faits et désirer que la vérité dépende de nos désirs et de nos convictions. En d'autres termes, nous pouvons disqualifier ou mettre en doute les faits qui ébranlent nos convictions personnelles et nos désirs. Deuxièmement, nous sommes portés à promouvoir l'individualité et notre sentiment subjectif en critères et en mesure des choses. Ça, c'est fort important. Et c'est pour ça que j'avais commencé par le point où j'avais commencé tout à l'heure. Nous sommes portés à promouvoir l'individualité en critères et en mesure des choses. Ce que je pense a de la valeur, parce que c'est moi qui le pense, et que chacun porte en lui une certaine vérité. Il y a ainsi autant de vérité que d'avis, et donc la connaissance d'un scientifique ne vaut pas plus qu'un avis, et serait égale à l'avis de n'importe qui sur une question comme le climat. La vérité qui pèse le plus est alors celle qui aura le plus de force et qui l'emportera, et pour le faire, on a bien sûr créé ces dernières années ce qu'on appelle les tâcherons du clic. Les tâcherons du clic, les clics exploités pour optimiser l'audience et donner le sentiment d'un effet de masse. L'effet de masse est très puissant sur notre psychologie, quand on voit un grand nombre de gens aller dans une direction, il est très difficile de ne pas aller avec ce grand nombre de gens dans la même direction. Plus il y a de gens qui vont dans une direction, plus la difficulté croît d'aller dans une autre direction. Ainsi, plus il y a de clics ou de likes, plus elle sera diffusée auprès de gens qui la rejoignent, plus elle sera considérée comme une vérité plus forte que les autres vérités, puisqu'au départ, il y a une pluralité de vérités, et la plus forte, c'est celle qui aura le plus grand nombre. Alors, on est au cœur du sujet de cette séance introductive, la question de croire et savoir. Et pour tout dire, arrivé au milieu de cette séance, on a de bonnes raisons peut-être de se demander « Ouh là là, le croire, il joue le mauvais rôle. » Parce qu'effectivement, de toute évidence, le croire est ce qui conduit à pervertir la vérité. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir nous interroger. Dans la deuxième partie de cette séance introductive, est-ce que le croire est véritablement disqualifié? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Nous verrons cela ensemble après 10 bonnes minutes de pause. Nous reprenons à 17h10. Bien. Je vais essayer de me tenir un peu plus près du micro, car il semblerait qu'il y ait parfois quelques difficultés pour que le son atteigne jusqu'à la salle. Ça va mieux, là? Ça va à peu près? Est-ce que vous m'entendez? Grosso modo. Bon, je vais essayer de parler bien fort. Hein. Voilà, c'est pas une cathédrale ici, ni une grotte, donc la voix n'est pas réverbérée. Alors... Donc nous disions, dans cette première partie de séance, que quand le critère de la vérité devient l'opinion de l'individu, c'est que la vérité est considérée comme étant d'abord et avant tout une croyance. La vérité est ce que croit l'individu, c'est-à-dire ce qu'il imagine et se représente
conformément à son désir, ce à quoi il adhère parce que ça répond à son désir. Mais à ce prix-là, évidemment, la vérité ne peut plus être distinguée de ce que l'on nomme l'idéologie. On est donc face au problème de l'idéologie. La vérité, c'est de l'idéologie. Et les idéologies, selon un des sens du terme, il y a plusieurs sens. Hein. Il y a un sens technique d'une philosophie du début du XIXe siècle. Il y a le sens aussi de système de pensée structuré, cohérent, qui peut être totalement fou, mais qui est structuré et cohérent, et qui peut aussi être très intelligent. Mais bon. Et il y a le sens qu'on évoque maintenant, c'est-à-dire les rêves d'individus qui arrivent à en convaincre de nombreux autres, en jouant sur la palette des désirs fantasmatiques et des aspirations psychologiques. Ces idéologies, qui ne sont rien d'autre que des croyances au sens ordinaire du terme, se font passer pour des vérités, c'est-à-dire pour des idées qui correspondent à la réalité des choses dans le monde. Si on veut chercher un ou deux exemples, il y a un exemple très classique que j'avais d'ailleurs étudié dans un cours sur le mal avec les étudiants il y a 2 ans, c'est le cas de Himmler, qui a fait rechercher en vain pendant plusieurs années au nom de sa croyance qui était de l'ordre d'une religion qu'il voulait scientifique, et sur la supériorité de la race des Germains. Il a fait rechercher les restes de la capitale d'une civilisation des Germains qui aurait été extrêmement puissante et qui aurait rayonné avant la christianisation, et que la christianisation a tout fait pour effacer. Alors il a envoyé réellement, et évidemment sans résultat, des équipes entières d'archéologues et d'universitaires faire des fouilles dans les pays baltes pour y retrouver cette sorte d'Atlantide des Germains. Évidemment, la capitale en ruine n'existait que dans son désir, et il en va ainsi de toutes les idéologies. On pourrait penser, quand on parle de rêves de la réalité, qui peuvent être fracassants à des choses beaucoup plus contemporaines, comme par exemple l'idéologie de l'eurasisme, dont certains d'entre vous ont dû entendre parler, d'autant plus que la fille du concepteur et de celui qui a affiné cette idéologie a sauté dans une bagnole il y a de cela 1 mois de ça, la fille d'Alexandre Dugin. Et cette pensée, selon laquelle, en réalité, naturellement, et pour des raisons historiques, et pour des raisons liées à la psychologie des peuples, en fait, il y a logiquement un grand continent qui va de l'Europe occidentale jusqu'aux portes de l'Alaska, et qui prend tout son sens et prend toute sa réalité. Alors il structure ça, hein, dans toute sa réalité, quand on comprend qu'il doit être, le centre de gravité doit être la civilisation russe, qui doit, évidemment, avec des différenciations. Hein. Il ne s'agissait pas de tout uniformiser, mais enfin voilà l'idée. Alors, voilà une idéologie. Une idéologie qui a des résultats clairs et fracassants, puisque c'est l'idéologie qui a eu accès au gouvernement russe ces dernières années. C'est celle dont Poutine s'est le plus réclamé, alors qu'il y en a d'autres, en fait, on dit... Parlons des idéologies de Poutine, il y en a d'autres qui ne le concernaient pas ou auxquelles il ne s'intéressait pas beaucoup. Celle-là, si. Et il s'en est servi d'ailleurs comme justification. Alors, revenons un instant en arrière et récapitulons. Si la vérité dépend du sentiment individuel et de l'opinion fondée sur une conviction subjective, alors la vérité s'épuise dans la question de la croyance. En revanche, ce n'est pas la même chose si la vérité dépend de ce que nous apprenons de la réalité. Mais cela suppose vouloir apprendre de la réalité. Cela suppose que nous posions, indépendamment de nous, une réalité qui ne répond pas nécessairement à nos attentes et à nos désirs,
Bref, cela suppose que nous posions une indépendance et une résistance des faits. Cela suppose que nous fassions confiance d'abord dans l'application du raisonnement aux faits qui se présentent. D'abord dans l'application du raisonnement aux faits qui se présentent. Et donc l'application du raisonnement aux réalités qui se donnent à nous implique toujours une attitude critique. Et cette attitude critique, la première chose qu'elle va ronger, c'est l'erreur spontanée que nous faisons en nous rapportant au réel. Par exemple, pour donner vraiment l'exemple b.a.-ba, quand nous ouvrons les yeux et que nous regardons le ciel, nous voyons avec une évidence complète que le ciel, le soleil s'est levé, qu'il traverse le ciel, qu'il se couche et que demain il reviendra, et que par conséquent il tourne autour de la Terre. Ça, c'est une évidence. La connaissance, l'application du raisonnement aux faits, en faisant des variations sur les faits, on va revenir là-dessus, eh bien, est d'abord une entreprise critique des premiers sentiments que nous portons sur cette réalité. Donc, le problème structurel que nous avons diagnostiqué, c'est de penser que la vérité dépend d'évaluations liées à nos émotions, à nos sentiments, nos émotions et nos croyances. Si au contraire, nous estimons que la vérité dépend de l'élaboration patiente d'un savoir, que disons-nous? La première chose qu'il faudrait reconnaître ou se rappeler, c'est que la vérité n'est pas donnée là, devant nous, et il n'y aurait plus qu'à l'accueillir. La vérité n'est pas là toute faite et toute prête, elle doit être recherchée. Si la vérité est l'appréhension correcte de la réalité, une connaissance de ce qu'elle est, le problème de la connaissance tient au fait que la réalité se cache. La vérité aime à se cacher, il faut la découvrir. Parce que si la vérité est la connaissance adéquate de la réalité, eh bien la réalité, elle ne nous est pas donnée telle qu'elle d'emblée. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a, vous voyez cette gravure de la Belle Époque, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui indique bien, qui rappelle que la vérité a toujours été pensée depuis des siècles comme étant au fond d'un puits. C'est amusant ça. Cette petite représentation populaire, et la vérité est au fond d'un puits. Elle est cachée. Il faut qu'elle vienne à nous. Il faut aller la chercher. Ce qui est au fond du puits, il faut le faire monter. Et ce que j'aime dans cette gravure, vous voyez, c'est qu'elle sort du puits. Mais vous constatez que certains la retiennent et voudraient volontiers la faire retomber dans le puits. C'est probablement le sens, si vous voulez, du voile déchiré qu'on voit ici sur la représentation de cette jeune femme. La vérité, non seulement est cachée, mais elle rencontre des résistances. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire que même quand on fait de la science, il y a aussi des résistances. Les résistances psychologiques, sociologiques, historiques sont multiples, y compris dans la science qui se fait. Gaston Bachelard l'avait bien diagnostiqué. C'est-à-dire que même quand, par exemple, une conviction est acquise, eh bien, et que, en particulier, elle produit, si vous voulez, quand elle produit, tout bêtement, c'est une vérité socio-historique, des crédits, des postes et une situation qui permet de travailler correctement, eh bien, on a là une source de résistance épistémologique. Par exemple, c'est une des sources de la résistance de Claude Allègre, qui s'est comporté de manière honteuse, qui sera peut-être qualifié de criminel dans quelques années, mais en repoussant de toutes ses forces l'essor de la climatologie et en la discréditant pendant 15 ans dans tous les médias de France, raison pour laquelle en France on était un des pays les plus en retard dans la prise en compte scientifiquement du réchauffement climatique. Donc si vous voulez, les résistances, elles peuvent être nombreuses.
Et pour chercher et pour découvrir la vérité, vous voyez, nec mergitur, ce qui est pas mal aussi, c'est le titre qui est donné au tableau d'Édouard Débat-Ponsant. C'est-à-dire que elle est toujours menacée, la vérité. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'elle ne coule pas. C'est-à-dire que toujours, elle revient. Elle reviendra toujours, elle aussi. Pas seulement l'erreur, ce qui est tout de même un motif d'optimisme. De temps en temps, on regrette qu'elle revienne au moment où bien des dégâts ont déjà eu lieu, mais en général, elle revient. Pour la chercher, la vérité, nous ne disposons que de notre intelligence et de notre raison. Nous disposions aussi, et nous disposons toujours, bien entendu, de nos sens. Mais on s'est aperçu que nos sens, qui sont parfois de très bons enseignants, sont aussi trompeurs. Et donc c'est en développant, au fil des millénaires, c'est en développant cet instrument qu'est notre raison. Par exemple, on pourrait dire que la civilisation des Grecs de la Grèce antique a fait des choses tout à fait extraordinaires sur ce plan. Probablement que l'intelligence a été poussée, portée à son point de maturité de développement, je parle de l'intelligence en tant que telle, à l'époque des Grecs, par les Grecs. Et c'est donc une fois que cette intelligence a été affûtée, par exemple dans le développement des mathématiques, de la logique des nombres et des figures, que petit à petit, en confrontant l'intelligence au réel, on a pu commencer à approcher de la vérité par les expériences que nous faisions, l'expérience d'abord de l'application de notre raisonnement à ce qui est observé, à ce qui se donne. Ainsi, comme disait Goethe, l'expérience corrige l'homme chaque jour. Et c'est là ce qui s'appelle constituer des expériences qui sont la rectification de l'illusion commune et première. Le livre de Gaston Bachelard, un classique ancien, qui date de 1933 ou 35, le nouvel esprit scientifique avait posé très très clairement la compréhension de la progression du savoir comme une rectification continue des erreurs. Vous voyez, on n'accumule pas des vérités, on rectifie sans cesse des erreurs. Et donc un certain nombre de vérités temporaires tombent, et on voit plus précisément, en rectifiant des erreurs qui étaient incluses dans la compréhension qu'on avait du réel, que l'on a une vision du réel qui commence à devenir un peu plus nette, qui commence, et ça va être important pour la fin de cette séance d'introduction, qui commence à nous approcher de la vérité. J'ai bien dit approcher. Et ça, ce sera important parce qu'on va faire une différence essentielle entre saisir la vérité et la tenir et s'en rapprocher. Mais pour préciser un peu mieux les choses, il faudrait, puisqu'on a employé le terme expérience, il faudrait regarder d'un peu plus près ce que c'est qu'une expérience. Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de vérité, mais nous n'avons pas beaucoup parlé de la nature d'une expérience. Or, celui qui a sans doute le mieux fait comprendre ce qu'est une expérience dans un classique qui est le discours de la méthode de la science moderne, donc 200 ans après, 230 ans après Descartes, c'est certainement Claude Bernard, qui était médecin et qui a fait faire des progrès épistémologiques. C'est vraiment celui qui a posé la signification fondamentale de ce que c'est qu'une expérience scientifique. Alors nous pouvons lire avec lui, nous donnerons au mot expérience, alors regardez bien le mouvement. Le texte est assez long, il va occuper 2 slides. Regardez bien le mouvement. Il va prendre 2 sens d'expérience et il va partir de l'expérience que nous faisons communément dans la vie. C'est très important en fait parce que Claude Bernard a compris que la science n'est pas une rupture et un décèlement par rapport
au développement naturel de notre esprit. Ou plutôt, si c'est une rupture à l'interne. Parce que si c'était une rupture radicale, si on disait, bon, bah, tous les modes de raisonnement et d'appréhension du réel sont totalement faux, tous, et par conséquent, pour faire de la science, il faut passer à une autre, comme si on avait soudain une autre intelligence et un autre esprit. La question serait évidemment de savoir par quelle grâce et comme par quel miracle, soudain, on recevrait du ciel l'esprit qui permet de faire de la science. En réalité, non. C'est au sein du développement de notre intelligence, rapporté d'abord à la vie quotidienne. C'est au sein de ce développement que petit à petit va se détacher l'expérience dite scientifique. Donc maintenant, après ce préambule, je suis le texte. Nous donnerons au mot expérience le même sens général qu'il conserve partout. Le savant s'instruit chaque jour par l'expérience. Par elle, comme nous, mais comme nous dans la vie. Par elle, si on fait attention et qu'on a un peu, et qu'on exerce un sens critique. À partir du moment où on exerce un sens critique, et où on ne prend plus comme barre, comme repère, comme critère, ce que nous voulons qu'il soit, eh bien, on commence à faire de l'expérience. C'est-à-dire à être instruit par ce qui nous arrive dans la vie. Et éventuellement de ne pas faire les mêmes bêtises à quelques années d'intervalle. Bien. Le savant s'instruit chaque jour par l'expérience. Par elle, il corrige incessamment ses idées scientifiques, ses théories, les rectifie pour les mettre en harmonie avec un nombre de faits de plus en plus grand et pour approcher ainsi de plus en plus de la vérité. On peut s'instruire, c'est-à-dire acquérir de l'expérience sur ce qui nous entoure, de deux manières. Empiriquement et expérimentalement. Empiriquement et expérimentalement. Il y a d'abord une sorte d'instruction ou d'expérience inconsciente et empirique que l'on obtient, que chacun de nous obtient, par la pratique de chaque chose. Mais cette connaissance que l'on acquiert ainsi n'en est pas moins nécessairement accompagnée d'un raisonnement expérimental vague. Autrement, ce n'est pas une connaissance. Raisonnement expérimental vague que l'on se fait sans s'en rendre compte, et par suite duquel on rapproche les faits afin de porter sur ces faits un jugement. L'expérience peut donc s'acquérir par un raisonnement empirique et inconscient. Mais cette marche obscure et spontanée de l'esprit a été érigée par le savant en une méthode claire et raisonnée, qui procède alors plus rapidement et d'une manière consciente cette fois, vers un but bien déterminé. Telle est la méthode expérimentale dans les sciences, d'après laquelle l'expérience est toujours acquise en vertu d'un raisonnement précis établi sur une idée qu'a fait naître l'observation et que contrôlera, idée qui sera contrôlée, par l'expérience. J'observe, j'essaye de comprendre, je fais une hypothèse, je la teste sur ce qui se présente à moi. Et la réalité me répond. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, l'expérience, c'est le contrôle du résultat de l'application d'une hypothèse sur un fait, une observation donnée, qui m'a fait, si je cherche beaucoup, je formule beaucoup d'hypothèses, et en les testant, je peux vérifier si effectivement l'hypothèse est bonne, c'est-à-dire si ce que j'observe répond à mon hypothèse. Il y a donc en effet dans toute connaissance expérimentale trois phases: observation faite, comparaison établie et jugement motivé. La méthode expérimentale ne fait pas autre chose que porter un jugement sur les faits qui nous entourent à l'aide d'un critérium qui n'est lui-même qu'un autre fait disposé de façon à contrôler le jugement et à donner l'expérience.
Prise dans ce sens général, l'expérience est l'unique source des connaissances humaines. L'esprit n'a en lui-même que l'intuition d'une relation nécessaire dans les choses, mais il ne peut connaître la forme de cette relation que par l'expérience. Si vous voulez, nous avons tous dans l'idée que le monde est structuré de façon cohérente. Mais la plupart d'entre nous, nous ne savons pas pourquoi. Mais on a tous cette intuition. Et le savant, c'est celui qui va la vérifier. Donc cela nous révèle très clairement que la vérité n'est pas une réalité qu'on peut tenir d'un coup. En fait, la vérité est une sorte de ligne de fuite, un horizon. Ce à quoi nous aspirons et ce dont nous approchons sans cesse pour pouvoir espérer l'atteindre. Comme disait Gaston Bachelard, et on le retrouve ici, la vérité n'est jamais qu'une suite d'erreurs rectifiées. Ainsi, il y a chez l'être humain une tension entre le désir que le monde soit comme nous rêvons qu'il soit et le désir de faire la vérité. En fait, nous sommes tous pris là-dedans. Tout dépendra chez chacun où est-ce qu'on mettra le curseur. Est-ce qu'on mettra le curseur? Alors Trump, je crois qu'il est totalement dans la réalité répond à ses désirs. Et c'est ça le réel. Le réel, c'est ses désirs, c'est la même chose, c'est identifié. Et puis l'autre côté du curseur, ce sera le savant qui ne se préoccupera que de l'objectivité. À la rigueur, si vous voulez, dans les tableaux un peu comiques, on voit le savant qui n'est préoccupé que de questions théoriques, techniques, etc. Et puis qui empère même toutes les choses où on est un peu dans le flou et dans le vague et qui quand même nous reposent, nous font du bien, où on peut même aussi d'ailleurs faire des choses qui n'ont pas nécessairement aucun rapport avec la vérité, quand par exemple on se préoccupe de chercher le beau. Et chercher le beau, c'est chercher quelque chose qui n'est pas vraiment définissable et défini. Peu importe ici. Laissons de côté ces apartés, mais revenons sur cette question de la vérité. Faire la vérité, c'est travailler à rectifier sans cesse l'erreur avec la volonté de continuer à marcher vers la compréhension et la connaissance de ce qui est. Pourquoi? Pourquoi recherchons-nous la vérité? Pourquoi y a-t-il cette tension en nous entre faire concorder notre désir et le réel et rechercher la vérité? C'est parce que nous y voyons sourdement ou clairement, implicitement ou explicitement, un accomplissement de l'humanité, un accomplissement dans le fait d'avoir un rapport, une relation avec la vérité. Ce qui fait tout de même la noblesse de l'espèce humaine, car sur cette terre tout au moins, je ne parle pas pour les autres terres où il y a sans doute des consciences intelligentes, eh bien sur cette terre tout au moins, il n'y a manifestement que l'être humain qui cherche la vérité. Mais à ce stade de l'exposé, cela fait rebondir la question de la croyance. Jusqu'à présent, nous avons considéré la croyance comme une conviction que l'affirmation contenue dans mon désir et ma perception immédiate du monde est vraie. En ce sens, la croyance consiste en une auto-persuasion reposant sur une impression de certitude et d'évidence. Mais, et je voudrais ici nous faire introduire dans un autre sens de la croyance. La croyance entre aussi dans la confiance que nous faisons dans l'application de notre pensée au réel. Dans la critique des pseudo-évidences grâce à la construction d'expériences. En fait, parce que la vérité ne nous est pas donnée, parce qu'elle n'est pas là dans un coin de la salle et qu'il faut, le plus malin ira la chercher, mais que pour nous, elle s'élabore dans une rectification continue et que nous essaierons, en rectifiant, approcher du réel, par exemple en comprenant qu'il y a des trous noirs, on approche un peu mieux de la compréhension de la structure de l'univers. Or, il y a quelques, non, un peu plus que ça, il y a 60 ans, on ignorait même absolument l'existence possible de trous noirs. Eh bien, vous voyez, ça se dévoile, mais comme cela, très lentement. En fait, pour continuer à marcher, il faut une foi implicite dans le fait que nous pourrons toujours avancer davantage dans la connaissance parce que nous éprouvons que nous avons commencé à
le faire. Oh, 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 oh. J'aurais dû mettre, excusez-moi, une pause d'1 minute, j'aurais dû mettre évidemment ce que vous devinez, le chargeur. Ah, oui, implacable. 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 Ce qui veut dire qu'on consomme pas mal d'électricité. Vous voyez, il était à 100%. Alors, il faut espérer que ce ne soit pas pour rien hein, et que le cours soit bon. Alors, ça devrait revenir. Donc, une petite minute de pause, le temps qu'il se rallume. Ça prend toujours 1 minute ou 2. Ouais, ça prend 1 minute en général. Hein, parce que là, il s'est éteint. Donc, il faut le remettre. Il faut le remettre sur la... Excusez-moi, 1 minute. Ah là là. Voire 1 minute 30. Les joies de la technologie. Hein? Ah, ça y est, ça revient. En théorie, ça prendrait peut-être moins de temps que penser. Ouais, top. Super. Bien. Voilà, voilà. Il y a donc 2 sens du mot croire. Du verbe croire. Le premier sens renvoie au rêve fondé sur le désir, on l'a vu. Le deuxième sens renvoie à une certaine forme d'expérience. Et ce qui vaut pour la science, c'est-à-dire dépasser la croyance que ma compréhension spontanée du monde soit la bonne, vaut également pour le religieux au sens large. Il n'y a de consistance religieuse, donc une croyance n'a de consistance réelle, en d'autres termes, n'est pas une superstition, que si l'on est capable de dépasser la superstition spontanée, qui est la première forme de croyance et qui est aussi la plus généralement partagée dans le champ du religieux. En effet, la superstition consiste en une interprétation sauvage de ce qui se présente, dans le sens d'un surnaturel qui correspond à mes angoisses et mes désirs. La superstition, d'une façon générale, parle elle aussi davantage de la personne qui en est possédée que du ciel ou de Dieu. En revanche, la croyance religieuse, quand elle est une foi authentique, repose avant tout sur une manière d'être au monde, plus ou moins complètement renouvelée, par une certaine expérience intérieure. En d'autres termes, cela veut dire que le champ du religieux est aussi un champ de l'expérience. Et un champ de l'expérience qui, lorsqu'il est entamé, demande à être approfondi. Ces expériences intérieures peuvent être elles aussi plus ou moins fortes et plus ou moins profondes, mais comme l'attestent de nombreuses traditions religieuses, la portée d'une foi se mesure aux fruits qu'elle produit. Je rappelle ici ce qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, une parole de Jésus qui disait « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits à propos de ceux qui font les prophètes ou se présentent comme des gens croyants ou religieux. » Et c'est en effet une excellente pierre de touche que celle de constater les fruits que porte une personne qui a approfondi une expérience qui n'est pas du tout la même que celle qui est l'objet de la connaissance scientifique, parce que tout simplement, elle n'est pas objectivement constructible et répétable à volonté. Alors qu'en théorie, ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, pour la science non plus, mais en théorie, pour la science en droit, les expériences sont répétables, objectivables et répétables à volonté. Là, ce n'est pas le cas, c'est donc la différence, une différence essentielle. Mais le point important, au fond, c'est celui qu'aimait répéter Bergson à propos du religieux, quand vous vous rapportez aux religieux, et de ceux qui se réclament du religieux,
Il aimait dire et redire « N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font ». En effet, l'expérience liée à la croyance religieuse ne produit pas de certitude analogue au savoir, c'est-à-dire qu'elle ne se démontre pas, elle ne se répète pas à volonté, comme je le disais. Elle ouvre à une conviction qui peut être profonde, une sorte de certitude morale qui n'est pas exempte de doute, et elle ouvre aussi une route qui n'est pas sans détour ou même sans marche arrière toujours possible, mais qui peut être un chemin d'approfondissement d'une certaine expérience. Cette croyance religieuse critique elle-même croise parfois les objets de la science, dans la mesure où ceux-ci, les objets de la science, sont pour l'expérience religieuse également des objets de pensée. Vous remarquerez que j'emploie ici pensée et non pas connaissance. Des objets de pensée. Donner à penser n'est pas tout à fait la même chose que donner à connaître. Mais en tout cas, il est vain de chercher une concordance dans les réponses du religieux et les réponses du scientifique. Par exemple, le livre récent du frère de Vincent Bolloré, Dieu, la science, l'épreuve, en fait, est un livre absurde à sa racine, c'est-à-dire dans son principe. En fait, quand je disais tout à l'heure que la science peut inspirer le religieux, eh bien, évidemment, j'ai été chercher une de ces images du télescope James Webb et j'ai pensé aussi à ce que disait Emmanuel Kant lorsqu'il allait jusqu'à développer la dimension, entre guillemets, religieuse de sa pensée pratique. Il disait regardez le ciel étoilé au-dessus de soi et l'exigence morale en soi, en soi-même. Donc, effectivement, alors par ailleurs, c'est pas seulement, d'ailleurs moi-même je suis pas kantien, mais bien que Kant soit un des plus grands philosophes, mais les photos de l'univers donnent aussi à penser, si vous voulez, en un siècle, le bouleversement de notre connaissance de l'univers est radical. Toutes les mesures et toutes les évaluations et tous les points d'appui qu'on avait pour penser ont explosé. Et bien ça nous redonne à penser jusque dans la théologie. Et je suis persuadé que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, on verra des fruits dans ce terrain lorsqu'on aura fini de bien assimiler ce que certaines révolutions scientifiques, comme celle de la relativité générale ou la mécanique quantique, ont apporté, quand ce sera suffisamment assimilé dans les divers champs du savoir. Alors, en fait, ce que je voulais dire et ce quoi nous allons pour terminer, c'est qu'une croyance, et c'est pour ça que j'ai convoqué un magnifique tableau de Fabienne Verdier, et je l'ai convoqué parce que je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, une croyance religieuse mature et authentique ne prétend pas saisir la vérité, se l'approprier pour elle-même, mais demeure constamment ouverte, ayant conscience que la vérité ultime et entière dépasse toujours et surprend les êtres finis que nous sommes. Et si j'ai choisi ce tableau de Fabienne Verdier, c'est bien entendu à cause du cercle, qui est l'expression de la perfection de la totalité, qui demeure ouvert. C'est-à-dire qu'il y a bien un effort pour saisir le champ du réel dans sa vérité, y compris si l'on a l'expérience d'une foi religieuse dans ce que celui qui l'a et celle qui l'a estime être les racines les plus radicales du réel. Ce qui se dira dans un langage de civilisation chrétienne, se dira le rapport, la relation que nous pouvons avoir à Dieu. Eh bien, ce rapport reste ouvert parce que nous sommes des êtres finis. Et que toute connaissance scientifique, mais aussi toute foi religieuse, suppose de rectifier progressivement des erreurs. Ceux qui sont des professionnels de cela, c'est-à-dire qui le savent parfaitement, ce sont les moines et les moniales qui passent une vie entière à approfondir la vie intérieure.
Et quand on les interroge ou quand on s'intéresse à leur parcours, au chemin qu'ils font dans leur vie, on s'aperçoit qu'il s'agit de passer des tas de stades qui corrigent complètement ce à quoi ils adhéraient et les convictions qu'ils portaient. Ils ont commencé leur vie moniale ou de leur vie monastique consacrée. Si bien que j'ai aussi voulu mettre, vous voyez, ce tableau d'Arnaud Raphaël, enfin cette photo d'Arnaud Raphaël Minkinen, elle dit quelque chose parce que, vous voyez, à la fois, on ne voit pas la tête, si bien que c'est... alors on peut le lire, moi je le lis, je le lis comme une forme d'humilité, c'est-à-dire, en fait, il n'est pas là dressé, assuré, mais en revanche, il y a un mouvement. Et le mouvement, le mouvement comme brillant, hein, n'est-ce pas, qui va vers le ciel. Alors, ça indique à la fois le mouvement vers l'absolu, au sens où mouvement de recherche de la vérité intégrale, et le fait qu'on n'y voit trop rien, et que cependant on cherche. Conclusion. Je dirais qu'il me semble qu'on peut tirer 3 éléments de conclusion à cette introduction. Le premier élément, c'est que la recherche de la vérité ne peut se réaliser qu'à travers des expériences qui s'affinent progressivement et rectifient les erreurs de façon continuelle. Deuxièmement, prendre ses désirs et ses attentes pour critères de la vérité est une désastreuse forme du croire que l'ère dite de la post-vérité illustre cruellement. Troisièmement, il est en revanche une forme légitime du croire qui est liée à notre finitude et au fait que la vérité ne pourra jamais être tenue entièrement par nous, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais en notre possession, mais sera toujours une visée, que ce soit dans les sciences ou dans le champ religieux, une visée poursuivie dans une forme d'espérance. Chez le savant aussi, il y a une espérance que le réel va répondre et qui va se dévoiler peu à peu. Il n'y a pas une certitude, mais bien une espérance. Il n'y a pas de certitude, d'autant plus qu'on s'est aperçu que le réel n'est pas conforme aux structures de notre intelligence. C'est-à-dire, on pourrait revenir là-dessus, on y reviendra, on en avait déjà parlé l'année dernière, que par exemple, les principes de relativité du temps et d'articulation du temps et de l'espace et de la déformation de l'espace, on ne peut pas l'appréhender suivant une logique d'accumulation, d'approfondissement du savoir tel qu'on l'avait posé avec Newton. Il faut à un moment donné une inflexion, mais qui semble venue, qui là en l'occurrence semble comme venue de nulle part, mais au sens où il fallait vraiment une intuition qui allait contre ce que l'on est amené à penser. Donc les structures du réel résistent vraiment. Et peut-être qu'elles nous dépassent de très très loin. Donc il y a bien une espérance dans le travail ordinaire du savant. Une espérance qui n'est pas religieuse, mais une espérance dans le fait que le réel va accepter de répondre et de se découvrir. Car la vérité ne nous donne jamais qu'une avance d'ouari, c'est-à-dire, si vous voulez, une avance d'héritage, n'est-ce pas ? Pour approfondir toute certitude acquise, toute certitude acquise doit pouvoir être remise en cause. Et cela vaut aussi bien dans le champ scientifique que dans le champ religieux. Je vous remercie de votre attention. On peut prendre quelques minutes pour des questions. Définition de la métaphysique. Que voulez-vous dire par une définition de la métaphysique? C'est-à-dire, pour approfondir toute certitude acquise doit pouvoir être remise en cause. Oui. Et cela vaut aussi bien dans le champ scientifique que dans le champ religieux. Or, la Oui. métaphysique, c'est justement le versant irrationnel de la pensée. C'est Ouais. ce qui nous permet, par l'intuition ou l'inspiration, d'ailleurs Einstein au départ une intuition, Ouais. qu'il y a autre chose. Oui. Alors ça dépend en quel sens on prend irrationnel. Si on prend irrationnel... Je dis irrationnel, je veux dire invisible et impalpable. Ah, d'accord. Pas D'accord. irrationnel. Ok, d'accord. Alors en ce sens, oui. Si on entend... Parce que la métaphysique, c'est toute une histoire, hein, n'est-ce pas? Depuis Platon.
Mais si on entend par métaphysique la recherche tâtonnante de ce qui ne nous est pas donné dans l'expérience commune, alors il y a quelque chose de méta au-delà du physique, au sens de ce qui nous est donné, ce qui fait qu'on est une espèce viable et qu'on a réussi à survivre alors même qu'on n'avait développé aucune connaissance scientifique et que notre intelligence elle-même s'est exercée dans une situation, si vous voulez, de non-développement, comme celle d'un enfant, comme disait Pascal. Donc, et on était viable. Donc si on entend par métaphysique l'approfondissement vers ce qui ne nous est pas donné spontanément dans l'expérience et l'exploration de ce qui ne nous est pas donné et qui nous échappe, mais est progressivement aperçu par l'effort que nous faisons, alors on peut dire oui. Ou par l'amour. Que voulez-vous dire par l'amour? L'amour, en fait, c'est quelque chose qui nous lie. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose de démontrable. Ouais. Donc c'est quelque chose qui nous lie justement à l'impalpable. Que ce soit l'amour romantique ou l'amour universel pour les êtres humains, on est lié à quelque chose qui est d'un autre ordre, qu'on ne peut pas expliquer. On peut voir des applications, mais on ne peut pas expliquer cette force. Et qui pourtant, c'est une force qui nous... Peut-être qu'on la retrouve justement dans la notion d'espérance. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au fond, pour investiguer le réel, dans toutes ses dimensions, il faut un tant soit peu l'aimer. Celui pour qui le réel n'est qu'une souffrance ou n'est qu'odieux, celui ou celle pour qui ne peut sans doute pas être dans la posture qui fait la vérité. Et c'est peut-être cela, être enfermé. C'est-à-dire que c'est justement pourquoi il ne faut pas laisser sombrer ceux qui ont un rapport au réel comme odieux ou mauvais. Est-ce qu'il y a une différence entre la quête du sens et la quête de la vérité? Ou bien est-ce que c'est la même chose? Alors, on pourrait dire... C'était la question. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre la quête du sens et celle de la vérité, ou est-ce que c'est la même chose? Eh bien, je dirais que j'aurais tendance à dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que la vérité fait sens. En fait, si l'on regarde bien, il n'y a pas de vérité absurde. La vérité fait sens et je dirais un peu de savoir peut être une menace. Parce que ce qui faisait sens, pour nous, est profondément ébranlé. Davantage de savoir restaure le sens à un niveau plus élevé que celui où on le vivait. De ce point de vue, j'aime beaucoup dire à ceux qui sont éco-anxieux et très inquiets, et moi-même, comme tout le monde, je suis passé par des questions des inquiétudes un peu redoutables. J'aime à dire que c'est en réalité aussi bien une chance de restaurer du sens à un niveau plus élevé que celui qui est le nôtre, dans notre façon de vivre et d'agir, telle que nous l'avons développée depuis la Seconde Guerre mondiale et plus spécialement depuis les années 90, avec l'affirmation triomphale de ce qu'on nomme le néolibéralisme suite à la chute du mur qui a ouvert l'ère de la globalisation, pour un temps l'ère de la globalisation. Et il me semble que, de ce point de vue-là, mieux comprendre et mieux connaître ce qui se passe peut aussi nous amener
à nous orienter de façon à éprouver une vie qui a plus de sens qu'elle n'en avait. Donc de ce point de vue-là, il y aurait, j'espère être clair, il y aurait un rapport très étroit entre sens et vérité. Un peu de vérité peut déboussoler, beaucoup de vérité restaure, si on veut le dire de façon très... restaure le sens. Tu n'as jamais utilisé le mot théorie ou modèle. Est-ce que finalement la vérité dont tu as parlé, c'est pas finalement le cadre théorique que l'on construit pour dire le réel? Donc en tout cas en physique, en sciences, on parlera de théorie. Maintenant on préfère parler de modèle théorique. Oui. Mais est-ce que tu fais une différence quand tu dis la vérité? Est-ce que c'est le modèle théorique ou autre chose? Le modèle théorique n'est jamais qu'un moment. Voilà. Et en fait, si je n'ai pas parlé du modèle théorique et de la théorie, c'est parce que, sur le temps très réservé qui nous est... je suis parti du B à bas. C'est-à-dire, au fond, l'hypothèse dont parle Claude Bernard, quand elle est systématisée, elle donne naissance à une théorie. Systématisée dans la vérification. Elle donne naissance à une théorie. Et donc ça, c'est le stade d'après. Mais j'ai voulu simplement évoquer la racine, la base d'un mouvement, d'un processus scientifique, à proprement parler. La démarche du scientifique. Ouais. Mais tu as tout à fait raison. Oui, alors il y a beaucoup de questions. Alors il y en avait une qui était posée depuis longtemps, et puis ensuite là, et ensuite là. Oui, c'est vous. Pourquoi Claude Bernard différencie empirisme et expérimentation? Répétez. C'était Claude Bernard, je crois. Oui, pourquoi Claude Bernard différencie empirisme et expérimentation? Parce que l'expérimentation est quelque chose de systématique, n'est-ce pas? Mais ce que veut dire Claude Bernard, c'est qu'en fait, l'expérimentation n'est au fond qu'une systématisation rationnelle, hyper rationnelle et consciente d'elle-même, de ce que nous faisons communément dans la vie, mais sans l'approfondir. C'est-à-dire que dans la vie, nous vivons des expériences, des situations qui font expérience. Dans la société, là où nous vivons, dans nos actions. Et comme c'est une vérité, c'est un adage de la sagesse populaire, l'expérience instruit. Pour quelqu'un qui a un petit peu de jugeote, qui a un peu de poids, un peu de plomb dans la tête, eh bien, il constate que l'expérience l'a instruit dans certains domaines. Il y a des voies qu'il a essayées qui se sont avérées catastrophiques, il s'est orienté autrement, parce qu'il a retenu quelque chose de l'expérience. Donc, en fait, il a fait la démarche de tester, essayer quelque chose, il constate que ça répond de cette façon-là, il s'y attendait pas du tout, il se dit non, c'est pas comme ça, je vais tester autrement, je vais faire autrement. Et ça, c'est dire dans un jargon abstrait ce que nous faisons communément dans la vie. Dans nos rapports à autrui, alors je vous dis, quand on a le souci, quand on n'est pas débordé par ses passions et ses désirs. Mais bon, ça c'est une autre affaire, c'est voir ce que c'est que la sagesse commune, Mais au fond, ce que Claude Bernard veut dire, c'est que l'expérimentation du scientifique ne tombe pas du ciel. Elle est simplement une rationalisation, une systématisation rationnelle de ce que nous faisons ordinairement dans la vie quotidienne si nous avons le souci de bien conduire notre existence. Voilà, en gros. D'où l'empirique, c'est ça, le souci de bien conduire son existence, et l'expérimental, c'est poser avec un protocole déterminé par l'intelligence, des questions au réel qui va nous répondre, on va consigner, on va dire « Ah bah tiens, ça veut dire ça veut dire que ça, ceci cause cela, et il le cause pour cette raison, etc. » Une autre question? Oui. Oui, tu utilisais l'expression, ça m'a intéressé, faire la vérité, et tu l'as défini ainsi, travailler à rectifier sans cesse l'erreur. Et je me demandais d'où tu tenais cette expression, faire la vérité, parce que d'après mon souvenir, c'est dans l'évangile de Jean. Il y a cette expression, je crois, juste. Faire la vérité. Est-ce que le sens que donne l'évangile de Jean elle-même que celui du Bible? C'est juste.
alors effectivement, il y a une source qui est là. Alors c'est aussi si personnellement, ça vient de très loin. C'est-à-dire que ça, c'est une des choses que j'ai apprises quand j'étais en maturité française, en terminale. Et par mon maître, celui qui m'a initié à la philosophie au tout départ. Et il m'avait dit, Guilain, il n'y a pas la vérité, elle n'est pas là. Comme ça, on fait la vérité, mais dans tous les domaines. Et si vous voulez faire la vérité, c'est lié au fait que c'est progressif et que ça n'est pas donné. Que par conséquent, ça veut dire un engagement de notre part. Il s'agit de se laisser instruire par l'expérience, mais l'expérience ne fait pas du tout. C'est nous qui aussi réagissons à ce qui est donné dans une expérience. C'est notre manière d'éclairer progressivement. Donc, faire la vérité répond à cela. Et dans l'évangile de Jean, faire la vérité, c'est d'abord parce que la vérité, c'est d'abord un acte. C'est-à-dire, pas une parole, mais au sens vide du terme, mais la démonstration d'une réalité qui se déploie là devant nous. Et dans l'évangile de Jean, c'est d'abord déployer la réalité d'un amour agapique qui n'a rien à voir avec les différentes formes d'amour dont nous faisons l'expérience, enfin qui n'a rien à voir, qui est très différent des différentes formes d'amour dont nous faisons l'expérience dans l'existence ordinaire, n'est-ce pas? Donc oui, la vérité comme acte, alors elle se fait du coup, elle se pose, elle se manifeste, elle se révèle, là, dans l'expérience. Oui? Tout à fait. Alors, effectivement, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, dans l'ère de la post-vérité, le mensonge disparaît. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que, ou alors, si on veut le maintenir à tout prix, on dira, par exemple, reprenons l'exemple qu'on a utilisé, Trump dit « mes adversaires mentent ». Pourquoi? Parce qu'il pense que ce qu'il affirme a plus de poids que ce que les autres affirment. Donc, au fond, si vous voulez, il n'y a plus vraiment de le mensonge est extrêmement labile. Quand la vérité est un rapport de force, parce qu'on l'a établi dans la vie quotidienne comme étant directement articulée à ce que l'on veut, au désir, quand la vérité devient un rapport de force, eh bien, la question du mensonge disparaît. La question est de savoir qui parle le plus haut. Et c'est d'ailleurs le souci constant de Trump. Alors même qu'il est constamment accablé davantage par tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a fait, sa réponse est de surenchérir. Et il ne peut pas avoir d'autre réponse. Ça interroge la responsabilité de la démocratie et de la responsabilité collective par rapport à ces élus. Ça interroge très fortement notre société. Je ne sais pas, il faudrait réfléchir davantage pour dire si ça interroge la démocratie. Il faudrait réfléchir davantage. Mais en tout cas, ça interroge la société sur le fait que l'on puisse être amené à penser que la vérité, ça dépend de ce que je pense, et non pas de quelque chose qui a été observé, analysé, confronté, pour ensuite être temporairement validé, au moins temporairement validé. Et ça, si vous voulez que dans notre société, on soit amené à penser que l'exigence première, c'est d'analyser ce qui se passe, c'est peut-être ça le problème. Est-ce que ce n'est pas la divergence entre la pédagogie et la démagogie en termes politiques? Sans doute que oui. Sans doute que oui. C'est-à-dire que, si vous voulez, la démagogie fleurit sur le terrain des faits alternatifs.
Parce que quand vous ouvrez le terrain des faits alternatifs, alors vous laissez très grandes ouvertes les portes de la démagogie. En fait, vous lui permettez de régner. Bien. Il est d'ailleurs assez tard. Et vous avez donc rendez-vous dès la semaine prochaine avec, on va mettre une belle photo là de Vincent Munier. Vous avez rendez-vous dès la semaine prochaine avec donc la prochaine séance. C'est avec Elisabeth Parmentier qui, elle, alors vous voyez, elle parlera directement, là j'ai amené à cela, mais elle parlera directement de la question de l'expérience dans le champ religieux. Et ensuite, on abordera les sciences, avec des paroles croisées.